Oui, ça commence. Tu peux commencer, Karine. Merci. Alors, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, le sujet, c'est la psyché terrestre. D'abord, qu'est-ce que c'est psyché? Je pense que tout le monde sait un peu, mais bon, j'ai cherché la définition dans les dictionnaires. Alors, c'est l'activité mentale qui englobe toutes les manifestations conscientes et inconscientes d'un individu. Selon Sheliana des Pléiades, qui est une extraterrestre qui travaille avec une médium au Brésil, elle donne beaucoup de conférences, beaucoup de messages. Elle dit « L'homme est bon, il arrive juste qu'il ne se souvient pas de cela. » Alors, c'est sur ça qu'on va parler un peu sur comment nous sommes organisés dans notre mental, dans notre intime, la conscience que nous avons, la conscience ou l'inconscience que nous avons de nous-mêmes et du monde, et quelles sont les conséquences de notre état de conscience. Les contenus de cette conférence sont basés sur les livres Projet Contact de Mônica de Medeiros et Margarete Aquila. Mônica de Medeiros est la médium qui canalise cet extraterrestre. Et il s'agit du chapitre 5 qui s'appelle en fait plutôt la psyché extraterrestre. Mais comme je trouvais que ça parlait beaucoup plus de la psyché terrestre, je l'ai nommé autrement la conférence. Alors, les contenus, ce sont des explications des extraterrestres chélianes et l'arcturien à travers la médium Mônica de Medeiros. Aussi basé sur la psychanalyse et la neuroscience terrestre, et des comparaisons avec les livres de la codification spirite, alors Kardec, et autres œuvres spirites. En passant, vous pouvez m'interrompre quand vous voulez, si vous avez des questions, commentaires, on peut en discuter, vous n'avez pas besoin d'attendre que la conférence soit finie. Alors, d'abord, il existe différents univers. Il y a en premier lieu un univers intérieur qui nous appartient à tous, qui seulement nous avons accès, dans le fond, c'est nous-mêmes. Hein? Seulement nous avons accès, mais nous le connaissons encore très peu. Et à l'intérieur de cet univers qui nous sommes, il se passe des milliers d'événements dont la majorité, nous ne sommes même pas conscients et que nous avons, si nous avons la conscience, nous avons quand même la difficulté à les décrire. Alors, ça comprend toutes nos expériences, nos points de vue, nos conflits et nos façons de résoudre les problèmes. À part notre univers personnel, il y a aussi l'univers de chacun en dehors de nous. Et enfin, le monde entier qui est aussi un univers en soi. Alors, tous ces univers coexistent. Nous sommes à peine capables de gérer notre propre univers. Alors, nous avons des luttes internes constantes, cherchant la meilleure solution pour nos désirs, nos rêves, nos difficultés, nos limites et nos frustrations. Tout ça comprend aussi l'image que nous avons de nous-mêmes, l'image que les autres ont de nous, les choses que nous acceptons ou non de nous-mêmes et notre propre difficulté par rapport à tout ça, de nous comprendre. Alors, si traiter avec notre propre univers personnel, c'est un travail assez difficile et que nous avons la difficulté de gérer, traiter avec l'univers de chaque personne qui passe par notre chemin, c'est très compliqué et ça comprend gérer aussi les limites de chacun parce que tous ne sont pas au même degré d'évolution, degré de conscience et souvent, nous sommes plus ouverts dans certains aspects de notre vie, d'autres pour d'autres aspects, mais quand on met tout ça ensemble, il y a beaucoup de conflits qui se passent. Alors, gérer les limites de chacun, ses rêves, ses désirs, ses frustrations, difficultés, comme les nôtres, dans le fond. Les niveaux actuels d'évolution de l'humanité ne nous permettent pas d'être bien avec nous-mêmes, encore moins d'être en harmonie avec les autres et le monde. Alors, cela semble impossible si nous regardons à travers nos yeux qui sont encore très limités. Malgré cela, on a quand même de l'espoir, c'est ça qu'on va voir. Alors, comment alors trouver des chemins appropriés à notre évolution?
L'être humain sur la Terre est dans un stade de semi-conscience. Alors, la première chose, ce serait vraiment de prendre conscience de notre état conscientiel. Selon Jung, il y a des facettes que l'être humain vit partiellement, qui ne sont pas encore ne sont pas encore pleinement intégrées. En raison des plusieurs conflits que nous vivons à tous les jours, que ce soit à la maison, au travail, dans nos aspirations, nous sommes parfois d'une façon, parfois d'une autre, comme si on avait de multiples personnalités. Mais nos différentes facettes communiquent à peine et n'arrivent pas à exister en coopération. Parce que nous avons toutes nos parties différentes, puis ça serait super vraiment si on pouvait avoir une synthèse pour pouvoir profiter de chaque partie de nous-mêmes pleinement en coopération. Alors, l'intégration entre nos différentes facettes permettrait à l'être de devenir total, harmonieux, sans conflit. Mais cela inclut aussi l'intégration de nos parties sombres. C'est ça qui est plus difficile parce que d'abord, on ne veut pas les voir, mais si on le voit, souvent, on va mettre la faute sur les autres. Ce sont les autres qui font sortir les pires parties de nous-mêmes, à nos yeux, ou ce sont des obsesseurs. Puis c'est sûr qu'on sait qu'ils existent avec le spiritisme, mais je pense qu'on met beaucoup sur les dos des obsesseurs et très peu sur notre propre dos. Il ne faut pas oublier que s'il y a des énergies négatives autour de nous, elles sont attirées à nous par nos propres imperfections. Et la seule façon vraiment de finir avec ça, il y a plusieurs choses qu'on peut faire pour aider à les éloigner, mais vraiment pour guérir de cette influence, c'est vraiment travailler sur nous-mêmes. Alors, c'est extrêmement important, reconnaître, accepter, accueillir, pardonner nos parties sombres, comme on ferait avec quelqu'un qui est devant nous et qui a de la difficulté et qui, nous, en ayant de la compassion, on est capable de voir. Il faudrait faire la même chose avec nous. Alors, comment notre cerveau est organisé? Mais l'être humain, il a deux canaux mental ou mentaux, je ne sais pas si la traduction était bonne, représentés par les hémisphères droit et gauche. Alors, ces canaux sont décentralisés par rapport aux canaux de dimension supérieure, empêchant l'accès à ces dimensions. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que, dans le fond, notre conscience, je vais parler un peu plus loin, mais elle existe dans plusieurs dimensions en même temps. Et dans d'autres dimensions, ce qui est l'équivalent de notre cerveau dans notre corps physique est bien plus développé. Et alors, à cause de notre niveau de conscience, il y a une décentralisation de notre canal mental par rapport au canal mental de notre conscience dans les dimensions supérieures. Alors, c'est ça qui nous empêche l'accès à ces dimensions. Alors, nos canaux doivent être entraînés et développés à leur capacité maximale pour s'équilibrer et retrouver leur axe afin de se connecter à la quatrième dimension. La quatrième dimension, c'est le monde spirituel. Alors, ce serait la première à laquelle on pourrait se connecter avant de penser aux autres. Alors, il faudrait vraiment entraîner chaque côté de notre cerveau et les développer pour que ceci puisse arriver. Aujourd'hui, ce qu'on a, c'est que l'hémisphère gauche fonctionne à plein régime au détriment de l'hémisphère droit qui est beaucoup moins actif. Pourquoi ça se passe? Mais d'abord parce que la société encourage vraiment le développement de l'hémisphère gauche, que ce soit dans les méthodes d'enseignement, comme même dans la définition des quotients intellectuels auxquels on donne beaucoup d'importance, sans tenir compte des nombreux aspects de l'hémisphère droit. Les gauches va travailler avec la hiérarchie, la séquence temporelle, la logique, la linguistique. Il va définir des normes et des catégories. Il va chercher ce qui est sûr et connu, ce qui est rationnel et critique, objectif, analytique, linéaire, abstrait. Alors, en conséquence de ceci, on va voir seulement une petite partie de la réalité et on va le définir comme si c'était l'ensemble. Alors, on voit une partie, c'est comme l'histoire de l'éléphant. Tu sais, comme, je ne sais pas si vous connaissez l'histoire, c'est plusieurs personnes avec les yeux bandés touchaient un éléphant
sans connaître qu'est-ce que c'est un éléphant. Ils décriraient la partie qu'ils ont touchée en pensant que ceci définit l'éléphant, mais ça serait des parties très différentes. Alors, ils auraient l'impression qu'ils parlent des choses différentes quand, dans le fond, ils sont juste en train de parler des parties de la même chose. Alors, c'est ça qui arrive quand on a une prédominance de notre cerveau gauche. L'hémisphère droit, en revanche, intuitif, créatif, musical, spatial, il définit les sentiments, il synthétise, il y a une vision holistique. Il cherche à s'abstraire du temps et s'aventure dans l'inconnu. Il rêve, il invente, il est subjectif, libre, métaphorique et il voit l'ensemble. Est-ce que ça veut dire qu'on devrait être juste du côté droit? C'est pas ça non plus. Parce que ce qu'il faut vraiment, c'est avoir un équilibre entre les deux. Si on regarde même au niveau de notre langage syllabique, on voit qu'il encourage les côtés gauches. Tandis que si on compare, par exemple, avec les idéogrammes des cultures orientales, ça stimule plutôt les droits. Parce que c'est comme il faut interpréter une image. Déjà, ça travaille d'une façon un peu différente. Alors, il faut développer notre cerveau en encourageant les hémisphères à travailler ensemble au même niveau, parce que c'est comme ça qu'on va être capable d'atteindre la limite de notre potentiel et par la suite passer à d'autres choses. Alors, c'est là, si on est capable de le faire, on deviendrait plus imaginatif. On pourrait avoir une plus grande capacité à résoudre des questions difficiles et plus tard développer d'autres canaux qui sont actuellement inaccessibles à l'humanité qui vit sur Terre. Ces points-là sont déjà reconnus par des chercheurs sur Terre, par exemple des spécialistes des musicothérapies, qui est une science qui étudie les pouvoirs de la musique sur la psyché et sur d'autres formes de vie, comme par exemple les plantes et les animaux. Je suis certaine que vous avez déjà entendu parler ou vu des expériences sur des plantes, par exemple, où ils vont mettre les plantes avec des types différents de musiques et étudier les effets sur les plantes. Et puis on peut voir vraiment, il y en a qui sont plus harmonieuses, d'autres les contraires, et les plantes les ressentent vraiment. Alors la même chose arrive sur nous. Alors ils ont conclu que pour que les humains atteignent l'équilibre, ils doivent avoir les deux hémisphères fonctionnant au même niveau. Les niveaux de conscience des êtres supérieurs. Alors, dans les dimensions plus élevées que la nôtre, alors pas seulement au niveau de la 4e dimension, parce qu'on sait bien que les esprits qui sont dans la 4e dimension, ils peuvent être soit plus élevés comme moins élevés que nous, mais dans les dimensions supérieures, ils sont vraiment dans un stade de conscience supérieure. Alors, ils ont des canaux mentaux qui sont ouverts et développés. Ils n'ont plus l'inconscience, la mort et l'oubli. Est-ce qu'on peut déduire par ça qu'ils sont privilégiés de naître dans ces dimensions supérieures? Et là, j'ai dit naître, mais dans le fond, des vivre, hein, parce qu'on sait qu'ils ne sont pas nés là-bas. Mais alors, est-ce qu'ils sont privilégiés, tandis que nous sommes ici seulement avec un père des canaux cérébraux qui nous limitent dans tous les sens? Non, parce qu'en fait, ce qui définit les faits qu'on vit dans cette dimension, qu'on peut considérer comme une prison, avec des canaux mentaux très limités, sont nos déviations éthiques et comportementales. Alors, c'est vraiment une question de syntonie. Loin d'être une question de spiritualité, l'éthique, elle est bien au-dessus de toute croyance et dogme religieux. Alors, être bon n'est pas une question religieuse, mais une question d'intelligence. Et c'est ça qu'on a besoin de comprendre. Et je pense qu'on est quand même en chemin de le comprendre. Quel est le niveau de conscience des êtres humains? Selon l'ancienne connaissance orientale des corps subtils, l'être humain est composé de 7 corps subtils spirituels, des manifestations de notre conscience spirituelle. Hein. Alors, ils sont subdivisés dans leurs propriétés et densités dans différentes dimensions. Nous sommes des êtres alors multidimensionnels et chacun de nos corps est un fragment de notre conscience totale. Alors, même si notre conscience actuelle vit dans la 3e dimension, étroitement liée à notre corps physique,
Nous savons, par exemple, notre périsprit est dans la 4e dimension, mais nous avons aussi des parties de nous qui sont dans plusieurs autres dimensions plus élevées, sauf que notre conscience est vraiment plus attachée à la 3e dimension. Alors, ce système, chaque corps a un système de chakras qui sont en fait des vortex d'énergie qui émettent et reçoivent l'énergie des autres corps et maintiennent une relation intime avec notre système endocrinien. Alors, c'est à travers les chakras que ces corps vont se communiquer. Ce système de corps est une partie cachée de notre psyché. Mais la science terrestre ne reconnaît pas encore les réalités spirituelles, c'est sûr qu'on ne considère pas encore ces aspects-là. Mais en fait, les troubles physiques sont causés par les corps les plus subtils à travers les chakras. Alors, en fait, c'est parce qu'il y a des déséquilibres dans ces corps-là. Et ces déséquilibres passent d'un corps à l'autre, à travers les chakras, jusqu'à ce que ça atteigne les corps physiques. Alors, nous vivons sur Terre dans un processus d'évolution et nous reconnaissons que nous avons une origine plus grande, un nombre de plus en plus grand d'individus les reconnaissent. Alors, être dans la 3e dimension et n'avoir presque pas accès à des dimensions supérieures est justifié par l'effet d'avoir des activités intenses et prédominantes dans des corps plus denses, dans la 3e et 4e dimension, parce qu'on sait que quand on dort, on est dans la 4e dimension, en plus du fait que notre périsprit est en 4e dimension. Alors, on est dans un stade des semi-consciences et des consciences qui s'alternent. On a des petits brins de conscience, si on peut dire. Les corps subtils et les étapes dans lesquelles l'être humain se retrouve. Bon, là, on a 7 corps subtils, on avait dit. Là, juste pour vous dire, là, on parle vraiment des corps au niveau des consciences, OK? Alors, je ne vais pas parler des périsprits ici, mais c'est vraiment plus pour comprendre comment notre conscience est dans chacun des corps. Alors, d'abord, les corps physiques, qui est plus dense. Il est constitué des composés chimiques existants sur la planète. Alors, sur chaque planète, les corps vont être différents selon la constitution de cette planète. Alors, dans ces corps, les impulsions harmoniques et disharmoniques des autres corps vont s'accumuler. Alors, notre corps, il est l'effet et non la cause. Il est l'effet des plusieurs causes qui sont les composés chimiques de notre planète et les impulsions des autres corps. Le deuxième corps, c'est le corps éthérique. Alors, il est une copie du corps physique et c'est le corps de vitalité pranique, l'énergie pranique qui soutient énergétiquement les corps physiques. Ces corps-là, il fait les ponts entre la physicalité et les autres corps les plus subtils. Et il est considéré aussi comme un corps semi-physique car il va se dissoudre lorsque le corps va mourir. Alors, son existence est vraiment étroitement liée à l'existence du corps physique. Le troisième corps, c'est le corps émotionnel. Et c'est dans ces corps que se trouvent les désirs, les vices et la volonté, gravés par la force de la psyché. Les êtres les plus évolués, ils n'ont pas ces corps, car ils n'ont plus besoin de l'ego à leur service. C'est à ces stades, que nous sommes en ces moments. Nous sommes guidés par les vices et les désirs, et ceux-ci commandent les pensées de l'humanité. Quand on dit que les êtres supérieurs n'ont plus le corps émotionnel, c'est sûr que là, ça dépend de leur état d'évolution, hein, parce qu'il y en a aussi dans plusieurs états différents. Le quatrième corps subtil est le mental inférieur ou concret. Et dans ces corps, la mentalité et l'association d'idées vont s'entraîner, vont se pratiquer. Il va englober la perception des sens, de nos sens physiques, et enregistre leurs références et appréciations sur le monde et les gens. Ces corps, il est sélectif et il va enregistrer juste ce qui va intéresser son système de normes et des croyances. Il est plus connecté à l'ego inférieur. Il fait également partie de notre étape actuelle et il est très fort chez l'être humain dans tous les processus mentaux qui sont subordonnés à l'ego. Alors, par exemple, lorsqu'il est déséquilibré, ces corps vont générer des difficultés comportementales comme la paresse, la recherche des plaisirs et les additions. Le cinquième corps subtil, c'est le mental abstrait.
Alors ça, c'est les corps du raisonnement créatif, où nous avons le processus de développement technologique, scientifique et philosophique. Il va traiter de tout ce qui est subjectif et il est lié au moi supérieur. Alors, dans ce sens, il est le commandant des actions du moi. C'est quand même une partie qui est encore très inconsciente. Alors, par exemple, s'il y a un déséquilibre dans ce sens-là, si on vit des contrariétés, c'est possible que ces corps génèrent des délits des pouvoirs. Alors, quelqu'un qui est vraiment extrêmement contrôlant, soit dans sa vie privée ou publique, et dépendamment de la position de cette personne, ça peut avoir des conséquences importantes. Le sixième corps s'appelle le buddhi ou bouddhique. Il est composé de 3 parties, qui sont la morale, l'intuitive et celle de la conscience. Son attribut principal est celui de la conscience. Alors, ça va partir de lui, les ordres, les commandements pour résoudre des mauvaises expériences qui sont en lien avec notre évolution. Alors, c'est ces corps-là c'est à partir de ces corps-là qu'on va être capable de trouver des solutions. Alors, la partie morale, ça nous aide à discerner ce qui est bien de ce qui est mal, va conduire à l'obéissance aux lois et un comportement approprié envers l'environnement dans lequel nous sommes. L'intuition concerne l'inspiration scientifique, littéraire et artistique, alors c'est ce qu'on appelle des insights. Et la conscience qui coordonne et dirige la vie et a la connexion avec l'essence divine. Mais là, ici, on parle de la conscience vraiment comme un état plus élevé, hein, parce que chaque corps a quand même une partie de notre conscience. Et le 7e corps subtil, c'est le corps atmique, qui est l'essence de l'esprit. C'est vraiment ce qu'on appelle l'étincelle divine, les principes fondamentaux et des coordinations de notre individualité. Comment nous nous situons dans les différentes dimensions? Bon, dans le moment actuel, la race humaine est piégée dans des dimensions, dans des corps plus denses, par la prédominance de son ego et des désirs qui commandent ses attitudes et ses comportements. Alors, si nous sommes ici, c'est vraiment parce que notre schéma mental et émotionnel ne nous permet pas encore de passer à des ordres plus évolués. Ce qui fait la différence entre nous et des êtres plus évolués, c'est que ces êtres-là, ils connaissent bien la loi selon laquelle nous sommes tous liés. Alors, ce qui affecte un affecte à tous. Et c'est à ce titre qu'ils sont conscients de la responsabilité qu'ils ont de nous appuyer dans notre évolution, de nous aider à récupérer notre conscience dans toutes ces dimensions. Parce qu'ils savent qu'ils dépendent également de nous pour évoluer. Parce que si nous restons en arrière, ça les retient en arrière aussi. Alors, ils ne se sentent pas plus grands ou meilleurs, parce que ceci est un attribut de l'ego qui non plus. Ils se sentent plutôt comme des frères, comme des égaux, seulement avec un peu plus d'expérience que nous. Et c'est pour cette raison qu'ils n'acceptent pas d'être appelés de maîtres, qui n'acceptent pas non plus qu'ils soient fondés des religions ou des sectes en leur nom. S'ils permettaient ceci, ce serait vraiment un signe qu'ils ne sont pas aussi évolués qu'ils le disent et que leur niveau de conscience serait très proche du nôtre. Comme on dit, on va toujours évaluer la qualité d'un arbre par les fruits qu'elle donne. Puis ceci, c'est une consigne qui fonctionne toujours. Un être ne peut pas dire qu'elle est évoluée en démontrant des signes, des manques d'évolution. Alors, plus l'évolution de la conscience est grande, plus la vitesse des vibrations du corps physique sera grande aussi. Alors, c'est ça qui fait en sorte qu'avec nos yeux des 3e dimensions, avec un niveau de conscience qui nous est propre, un niveau de conscience spirituelle, on n'est pas capable de voir les êtres qui ont un niveau de conscience spirituelle plus élevé et qui sont dans des dimensions plus subtiles. C'est vraiment une question de vitesse des vibrations de notre corps physique. Si nous observons un spectromètre optique, qui est un appareil qui nous permet d'observer les spectres lumineux, on va remarquer que la vision humaine est capable de capturer seulement 5% des ondes connues. Alors, c'est la même chose, tout est vibration, tout est onde. Alors, à cause de notre grand attachement à tout ce qui est 3e dimension, à la matière,
c'est ça qui nous empêche de voir ce qui est plus élevé que nous. Il y a ce on appelle les voiles des Mayas. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler. Alors, depuis l'aube de notre histoire, il y a des anciennes traditions et religions qui parlent des aspects malades de notre mental. Alors, ça date il y a plus de 6000 ans, on entend déjà parler de ça. Alors, les hindous, ils ont parlé d'une perturbation de la psyché humaine comme une forme de maladie mentale collective, qui est ce qu'on appelle les voiles des Mayas, qui signifie illusion. Selon les hindous, Maya est l'énergie qui façonne les mondes matériels. Alors, c'est ça qui donne l'illusion de la matière comme étant la seule vérité et qui nous sépare du réel, qui est être dans les tout et en faire partie. Alors, le mental, il est Maya et il nous trompe toujours à travers nos désirs et nos impulsions. Ces désirs et ces impulsions vont créer des filtres qui font que notre vision de ce qui est réel est déformée et floue. Alors, ceci fait en sorte qu'on a presque toujours tort dans nos perceptions parce qu'on ne perçoit qu'une réalité partielle à l'intérieur de notre prisme qui est petit et restreint. On vit comme dans une réalité virtuelle, comme vraiment si on était à l'intérieur dans un programme informatique. Vous savez, les lunettes qui existent maintenant, qu'on peut regarder, puis c'est comme on peut interagir, bouger, comme si on était vraiment dans un autre endroit. C'est comme ça qu'on vit en fait. Et c'est comme ça qu'on crée notre réalité matérielle. Alors, plus on s'éloigne du réel, plus on sera piégé dans cette illusion matérielle. Et nous serons éloignés de ce qui est notre vrai moi. Nous oublions avec cette grande illusion de Maya les lois naturelles et universelles, comme le fait que nous faisons partie du tout, qu'il y a une loi d'action et réaction, alors que tout ce que nous faisons change le tout. Et oui, on souffre à cause de ça, les conséquences de nos attitudes. Alors, quelles seraient les causes de la souffrance humaine? Le bouddhisme parle d'un état normal de la psyché humaine qui produit dukkha. Dukkha, c'est un terme pali qui veut dire souffrance, insatisfaction ou tristesse. Alors, cet état va se manifester dans toutes les situations de notre vie pour la grande majorité des personnes. Pour les chrétiens, l'état depuis la naissance de l'homme est celui du péché originel. Et qu'est-ce que ça veut dire? Le péché, en fait, signifie rater la cible, manquer l'essence, être désorienté. Et donc, souffrir et causer la souffrance. Alors, ça serait ça notre péché originel. Ce n'est pas vraiment quelque chose qu'on a fait, mais c'est plutôt un état de conscience qui cause notre souffrance et la souffrance des autres autour de nous et de l'environnement autour de nous aussi. Alors, ces mots indiquent la perturbation de la psyché humaine comme sa condition originelle. Cette perturbation de la santé mentale de l'être humain est due principalement à son inversion des valeurs. Il y a aujourd'hui ce qu'on appelle la science de la trilogie analytique. On commence à parler de plus en plus de ça. Alors, ça serait l'union de la science, la philosophie et la théologie. Alors, leur prémisse, c'est l'homme n'est pas mauvais parce qu'il est malade, mais il est malade parce qu'il est mauvais. Alors, les désirs, la cupidité et la peur de l'être humain ont déformé ces concepts au point qu'il a vraiment transformé les biens en mal et les mal en bien. Par exemple, aujourd'hui, on a des valeurs comme travailler, c'est mauvais, étudier, c'est ennuyeux, agir correctement, c'est être stupide, être intelligent et déjouer les autres, c'est mieux, celui qui trompe les autres est intelligent, etc. Alors, on vit vraiment dans un système de valeurs qui est complètement inversé. Et c'est ça, en fait, qui est la cause de la souffrance humaine. Quelle serait alors notre responsabilité? L'être humain, il a fait des très grands progrès dans les derniers siècles dans les domaines de la connaissance et de la science. Mais le problème, c'est qu'il a ignoré l'importance de la spiritualité. Alors, avec l'avancement des connaissances et de la science, ces troubles mentaux collectifs que nous avons depuis le début a acquis une puissance géante à cause de cette ignorance de la spiritualité. Alors, en conséquence de ceci, la destruction a atteint un niveau colossal. Et la destruction à tous les niveaux. D'abord, au XXe siècle, on peut dire qu'il y a des historiens qui parlent de la plus grande vague des meurtres de toute l'histoire de l'humanité. Alors, si on considère la Première et Deuxième Guerre, plus toutes les guerres internes des pays,
la conquête des nouvelles terres, des meurtres aberrants commis dans plusieurs pays, des génocides et tout. Mais même si ce n'est pas des génocides déclarés tels quels, mais des pays où les dirigeants sont tellement corrompus, la population meurt des faims, des misères. Alors, on arrive au nombre absurde de plus de 100 millions de meurtres juste dans les 20e siècle. C'est vraiment quelque chose d'absurde avec toutes les connaissances que la science a déjà acquises. Alors, cette violence ne passe pas seulement à ces niveaux-là. On peut voir aussi tout ce qui se passe avec la faune, la flore, la dévastation massive de toutes les ressources naturelles de la planète, la maltraitance des animaux qui sont tués avec cruauté à des fins commerciales pour qu'on puisse les manger, quand aujourd'hui, on sait bien qu'on n'a plus besoin vraiment de la viande animale pour survivre. La pollution de l'air et de l'eau de manière déraisonnable. Alors, tout cela démontre comment nous sommes éloignés de la source de la création et de notre propre essence, parce que nous agissons comme si on ne dépendait pas de la planète pour survivre, comme si on était séparés de tout, et on agit vraiment comme si on était des virus sur la planète, la dévastant. C'est comme, là, on parle de la COVID, mais dans le fond, les vrais virus, c'est nous sommes vraiment beaucoup pires que ça. Alors, il y a une loi dans la psychanalyse qui dit, comme il est à l'intérieur, il est à l'extérieur. Alors, dans le fond, tout ce qui se passe dans le monde est les réflexes de tout ce qui se passe à l'intérieur de nous-mêmes. Nous passons notre temps à accuser des politiciens, nos patrons, les chefs des grandes entreprises pour dire qu'ils sont responsables de tout cela. Mais en fait, les problèmes, la guerre, la destruction commencent en nous-mêmes, dans nos propres maisons, où nous ne sommes pas capables toujours de vivre en harmonie. Alors, le monde est vraiment un réflexe de chaque individu. Est-ce qu'on est capable alors de voir l'ampleur de notre maladie mentale quand on regarde la façon dont le monde se porte? Parce que ça, c'est aussi notre responsabilité. Pratiquement, aucun de nous, à notre stade actuel, peut dire que nous ne sommes pas au moins en partie responsables de tout ce qui se passe, que ce soit par nos actions ou par notre inaction. Parce qu'en fait, nous ne savons même pas 10% de qui nous sommes et de comment nous agissons. Nous ne sommes même pas conscients de tout ce que nous faisons. L'humanité est dans un état de semi-conscience. Et nous détruisons notre planète de manière irresponsable sans mesurer les conséquences, y compris sur nous-mêmes. Alors, les messages des grands maîtres, les religions et la transformation nécessaire. Alors, les prophéties sur les passages de nouvelle ère de spiritualité que nous entendons dans le spiritisme, dans la majorité des grandes lignes spirituelles, s'intègrent parfaitement en ces moments de la planète. On peut voir, ça correspond vraiment à tout ce qui se passe. Alors, on voit comme une possibilité d'un nouveau ciel représenté par la conscience et ses transformations, et une nouvelle terre représentée par la physicalité de cette existence. Et tout ça, c'est intimement lié. Et la planète réagit à tout ça avec des changements géographiques et climatiques comme on voit aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe? La planète est aussi un être vivant qui évolue aussi comme nous. Et la planète, selon tout ce qu'on entend, elle est vraiment prête à faire son saut conscientiel. Mais est-ce que les êtres humains sont capables de l'accompagner? Et l'effet, justement, qu'une grande partie de la population ne l'accompagne pas, c'est ça qui est en train de causer tout ce qu'on voit en ces moments. Il y a un composant aussi conscientiel qui a une influence sur les changements climatiques. Ce n'est pas juste nos actes physiques qui ont une influence sur la Terre. En même temps que nous voyons un scénario triste et décourageant sur Terre, on peut se souvenir que les grands maîtres nous ont enseigné que la conscience peut être radicalement transformée d'un moment à l'autre. Par exemple, on a Bouddha qui a atteint l'illumination il y a des millénaires. Il y a Socrate qui a entrepris un processus de connaissance de soi par la réflexion et les questionnements. Lao Tse qui a amené les Tao, Jésus avec ses enseignements et les saluts à travers la libération et l'éveil d'une nouvelle conscience. Alors, ils nous ont tous montré des moyens de réduire la souffrance, de trouver le bonheur,
remettant en question nos attitudes et des conséquences de ces attitudes et ainsi apportant des modifications. Alors, même si la situation est très mauvaise, on n'a pas besoin encore des siècles pour atteindre des changements. Nous sommes capables de faire un saut conscientiel. La majorité de ces maîtres n'ont pas été compris et beaucoup de leurs enseignements ont été corrompus. Même tuer au nom de Dieu est devenu une vérité et une croyance. Alors, avec ceci, nous avons réussi à transformer les religions en séparatistes, au lieu de faire en sorte que les religions cherchent l'union dans un but plus grand qui est transformer la psyché et les cœurs humains. Comme disait déjà Kardec par rapport à qu'est-ce que serait la religion du futur, il dit que ce serait la fraternité. Alors, ce n'est pas vraiment une religion ou une autre, une façon de penser, un point de vue ou un autre. Les religions telles qu'elles sont aujourd'hui ne nous aident pas à trouver les chemins, car elles sont plus soucieuses de défendre leur point de vue, de mettre l'accent sur l'ego, que d'amener l'être humain à un nouveau stade de spiritualité et de conscience. Il est nécessaire de renverser l'illusion du matérialisme et la dévotion aux religions qui vivent des vanités, des rigidités et d'ego. Alors, les points de vue scientifiques matérialistes occidentaux, il est très vulnérable parce qu'il ne prend vraiment pas en compte les spiritualités. Et les chemins est vraiment celui de l'évolution de la conscience. Sans le personnalisme d'un Dieu qui va punir et juger, mais vraiment en ayant la conscience que nous faisons tous partie d'une grande énergie de création cosmique. Nous sommes tous un, et chacun contient les tout en soi, et en même temps nous sommes insérés dans ces tout. Alors pour que notre bonheur arrive, nous devons quitter le un, l'individualité, l'ego qui nous sépare des tout et de tout le monde, pour recommencer à faire partie du tout. Alors, il y a quand même des signes positifs. Aujourd'hui, il y a déjà beaucoup de gens qui ne sont plus attachés aux dogmes, aux croyances imposées par une religion. On voit beaucoup plus d'ouverture. Les gens sont plus aptes à comprendre que la spiritualité est plus profonde que leurs croyances et que leur propre essence est bien plus grande et liée à leur conscience et pas nécessairement à des dogmes, à des règles strictes à être suivies. Nous voyons déjà l'écuménisme se produire dans diverses religions, des gens qui se déplacent entre diverses religions sans préjugés au niveau des opinions, mais aussi sans conséquences aussi, à part certains pays sur Terre qui sont encore très stricts. Mais nous avons aussi de nouvelles sciences qui facilitent le processus de conscience. Par exemple, au milieu du 19e siècle, nous avons vu la naissance du spiritisme, qui a commencé avec la recherche scientifique sur les phénomènes spirituels, apportant de nouvelles vues sur la vie et la mort, transformant des paradigmes, encourageant la connaissance de soi comme outil principal de notre évolution. On a vu aussi l'émergence de la psychanalyse et la psychologie, qui sont nées simultanément comme un autre moyen d'atteindre cet objectif. Et nous voyons aussi des religions et des sectes qui sont attachées à l'ego et aux croyances rigides, qui sont fermés à toutes sortes des idées et des réalités nouvelles. Nous les voyons encore, mais on peut voir déjà que dans l'ère nouvelle dans laquelle nous rentrons, tout ce qui est rigide a tendance à se dissoudre. Tout ce qui est inflexible au changement est en train de périr ou va périr. Nous avons déjà vu que ces événements se sont produits dans les derniers siècles, quand des gouvernements qui semblaient apparemment indestructibles, inflexibles, sont tombés. Alors, la même chose va arriver avec tout ce qui est croyance ferme, inflexible et fermée. Nous vivons un moment crucial d'extrême importance et nous avons besoin urgent de transformer notre conscience. Et la transformation de notre conscience, elle va affecter non seulement nous-mêmes, mais tous ceux qui nous entourent et la propre terre. L'être humain est dans une situation de danger dans laquelle soit il va changer et évoluer ou il va mourir. Quand on est dans une situation de grand risque de perdre tout ce que nous sommes et tout ce que nous avons, on arrive à ce qu'on appelle des points tournants. Alors, dans cet stade, soit on va changer complètement notre vie, on va périr dans l'échec. C'est le moment vraiment de changer complètement et définitivement nos attitudes.
prenant conscience que les comportements que nous avons ne nous a pas conduits où on voulait arriver. Alors ça c'est vraiment le moment où l'humanité est actuellement. Il y a un nombre de plus en plus grand de personnes, même si elles ne sont pas encore très nombreuses, qui subissent un processus de changement. Ces personnes-là ont la conscience qu'elles font partie du tout et de la création, que nous sommes tous un, en tant que membres d'une même famille, et qu'il est de notre devoir de prendre soin les uns des autres. C'est vraiment ça qu'on a besoin de développer comme conscience. On voit déjà par la COVID, si chaque personne ne fait pas sa partie, on n'arrive pas à sortir de ça. On est de plus en plus en train de comprendre ça. Et de plus en plus, on va vivre des événements qui vont nous amener à faire face à cette réalité. Un des problèmes que nous avons, c'est l'identification avec la possession matérielle. C'est vraiment l'origine de notre folie, de notre maladie mentale, si on peut dire comme ça. C'est qu'il y a des parties de notre structure mentale qui sont l'ego et les impulsions et désirs. C'est ces parties-là qui sont en charge. Et c'est ça qui est à l'origine de notre folie. L'ego va exprimer la peur et la cupidité pour défendre ses intérêts et ses désirs. Les structures mentales de l'être humain a alors pour ennemi le besoin de satisfaire ses désirs de plaisir. Alors, c'est vraiment ça qui nous empêche d'avancer, cette recherche constante du plaisir absolu. Et si on regarde combien de gens ne vivent pas comme ça, on peut dire que c'est la grande majorité de la population de la planète. Ceux, en fait, qui ont déjà dépassé les besoins de lutter pour leur survie, en fait, mais qui ont déjà les minimums des bases, c'est vraiment à ça qu'ils se dédient. Alors, il y a une force compulsive. Ça, c'est une force compulsive, la recherche pour le plaisir, à laquelle l'ego fait un énorme effort pour satisfaire. Alors, si on pense au moment que nous sommes nés, c'était très important d'avoir cette structure de l'ego pour qu'on puisse survivre. Alors, on va lutter pour le besoin de nourriture, de confort, de bien-être, de sécurité. Alors, on ne voit rien que les moi et mes besoins. Alors, tout ce qui est autour de nous, on voit comme étant aussi partie du moi et étant à notre service. Alors, depuis l'enfance, on apprend la force de ces mots, les moi et les miens, et comment l'utilisation de ces mots-là fait en sorte que tout finit par nous appartenir. Alors, par exemple, l'enfant, quand il dit « c'est mon jouet », ces jouets-là finissent par faire partie de son moi, dans un processus d'identification qui va lui dire qui il est et ce qu'il est. Alors, c'est comme ça qu'on vit dans la société des consommations. On a besoin d'avoir des vêtements de marque, posséder des biens, avoir une nationalité, une race, une profession, un corps idéal, une carrière, des titres, pour avoir une identité. Dans le fond, on se voit comme cette identité-là. Alors, plus dans cette conception, plus on est identifié, plus on est attaché à ce qui pour nous définit. On va s'identifier, par exemple, à des rôles comme des mères, pères, maris, femmes, comme si ça définissait ce qu'on est. Alors, il y a aussi l'effet qu'on définit beaucoup qui nous sommes par la façon dont les gens nous perçoivent. Alors, on reste vraiment dépendant de la vision des gens sur nous. La perte pour nous devient inacceptable car on s'identifie aux objets qui font partie de nous. Alors, c'est comme perdre un objet, ça serait vraiment comme perdre une partie de nous-mêmes, comme perdre notre identité, ce que nous pensons être, et on perd aussi notre estime de soi. Alors, si cette vision superficielle est vraiment liée à l'ego qui domine nos pensées et nos émotions. Il y a vraiment comme une colère face à la perte, une souffrance et l'angoisse causée par tout l'effort de maintenir toutes ces choses qui sont liées à cet aspect de notre structure mentale. Et plus nous sommes attachés aux choses, plus nous souffrons pour maintenir tout ce que nous avons. Et moins nous sommes conscients de notre véritable identité. Alors, c'est important de prendre conscience que nous ne sommes pas ce que nous avons, ce qui on définit comme nous, mais nous sommes une conscience au-dessus de tous ces attachements. Mais nous savons encore à peine en profondeur qui nous sommes. Alors, c'est important de développer la prise de conscience.
Comment on fait ceci? Mais d'abord, il faut arriver à s'éloigner, à se détacher, nous regarder avec distance de nos problèmes, parce que c'est ça qui va nous permettre de réaliser l'illusion de ce que nous ne sommes pas. Lorsque nous savons ce que nous ne sommes pas, nous nous approchons de la conscience de ce que nous sommes en réalité. Alors, c'est l'acte de percevoir l'illusion qui l'a fait mourir. L'illusion va persister dans notre regard seulement si elle est inconsciente et elle cesse d'exister lorsqu'elle est perçue. Nous sommes bien plus que le mental et l'ego, nous sommes conscience. Excusez, je vais juste boire un peu d'eau. Alors, un concept important aussi, c'est se rendre compte que nous ne sommes pas nos pensées. Descartes, il a dit « je pense, donc je suis ». C'était intéressant comme réflexion, mais cette conclusion, en fait, a diminué qui nous sommes et nous a réduits à nos pensées. Nous réduisons ce que nous sommes à beaucoup de pensées incessantes qui passent sur notre tête, à des idées que nous créons. Mais les pensées et les émotions sont juste une petite partie de notre conscience. Au cours des derniers siècles, nous avons été amenés à faire totalement confiance à notre raison et à nous éloigner de tout ce qu'on ne peut pas comprendre, comme tout ce qui est mystique, sacré, l'être, tout ce qui ne nous identifie pas à l'avoir. Alors, on a développé une énorme inconscience spirituelle. Et avec ça, on ne soupçonne pas que nos pensées sont, pour la plupart, fausses et réduites parce qu'elles sont commandées par l'ego, qui fonctionne seulement pour satisfaire les besoins de nos impulsions et désirs, qui sont, la plupart du temps, autodestructeurs. Dans notre appareil psychique, les impulsions et les désirs vont tout faire pour être satisfaits. Alors, ceci signifie que si notre code d'éthique n'est pas bien structuré, même tuer serait valable pour que nos impulsions puissent obtenir ce qu'elles veulent. On va toujours trouver une justificative. Du point de vue des impulsions, par exemple, on va chercher à ne pas travailler, ne pas étudier, ne pas s'inquiéter avec les autres, et manger sans discipline et rigueur pour le bien-être physique, etc., juste pour avoir du plaisir. Alors, tout recours pour sentir du plaisir est valable. Le problème, c'est que c'est impossible de satisfaire l'ego, et il y a des conséquences à ça qui sont subies par tous, pas juste par nous-mêmes. L'ego, il va s'identifier à l'avoir, mais il n'est jamais satisfait car les vouloirs, les désirs sera toujours plus grand. Alors, nous voulons toujours plus. Nous restons insatisfaits et on a besoin toujours de plus pour nous sentir que nous avons de la valeur et nous démarquer. C'est comme si on disait qu'on n'est jamais assez. On n'est jamais assez nous-mêmes comme personne. Alors, ces vouloirs et cet avoir deviennent une addiction, c'est vraiment une drogue, qui est une fiction en fait créée par notre mental. Et dans notre société, le modèle économique va refléter cette structure de notre mental égoïque. Dr. Norberto Keppe est un psychanalyste brésilien. Il a fait une longue étude sur la maladie sociale et ses structures. Alors, ce qu'on voit en fait en relation avec notre modèle mental, c'est que les entreprises, normalement, ils vont viser uniquement les profits, tandis que pour elles, la nature, les animaux, l'environnement et même les personnels sont jetables. C'est notre façon de vivre aussi. La société, elle est méprisée par la majorité de ceux qui ont le pouvoir des décisions politiques. Ils ont été élus pour les représenter, mais ils visent en fait plutôt gérer les biens de cette société à leur propre avantage à travers la corruption. La société est aussi négligée en matière de santé publique, d'éducation, de sécurité, des conditions et des qualités de vie. C'est sûr qu'il y a des pays qui sont meilleurs que d'autres, mais encore là, il y en a toujours de la place à l'amélioration. Mais on voit plusieurs pays où ces parties-là sont vraiment épouvantables. Alors, les pouvoirs économiques et sociaux sont les reflets de la somme de chaque individu. Alors, le chaos du monde est avant tout un chaos individuel. C'est vraiment les reflets de notre façon de penser. Qu'est-ce qui est vraiment important dans notre vie? Selon Monica de Medeiros, médecin et médium brésilienne, quand est-ce qu'on comprend qu'on n'est absolument rien de ce qui est extérieur? Normalement, ceci va arriver juste quand on est vraiment sur notre lit de mort ou dans une situation de risque extrême, des pertes,
de ce qui est vraiment important pour nous. Par exemple, de perdre notre poste au travail, quand on perd quelqu'un qu'on aime beaucoup, des situations vraiment très limites qui va montrer comment nous sommes loin de nous-mêmes, de notre essence, et que ce que nous avons accompli ne veut rien dire. Dans ces moments-là, on peut peut-être réaliser que la seule chose qui est vraiment vitale et importante dans la vie est l'amour. Alors, elle recommande qu'on aime intensément et qu'on pardonne sans limite. Parce que ce qui va vraiment nous apporter la paix intérieure et l'harmonie avec les tout et avec les mondes, c'est l'amour. C'est ce qui va nous permettre de sentir que nous sommes un avec Dieu et avec l'univers et voir la beauté dans tout, dans la nature, dans les animaux, dans le regard de chaque personne. C'est ça qui va nous amener la libération et nous faire perdre notre peur. Ceci va nous aider aussi à voir l'angoisse des gens et les comprendre, être capable de comprendre leur souffrance en réalisant qu'eux aussi, ils agissent par l'ego sans conscience de ce qu'ils font et que ceci n'est pas vraiment leur essence. La miséricorde apporte la compréhension et elle va nous aider à relativiser les situations, à avoir de la patience, à pardonner, à respecter les limites des autres. Aussi, à ne plus attendre des autres ce qu'ils ne peuvent pas donner, ce qui fait en sorte qu'on met fin à notre anxiété, à notre colère et à notre souffrance. Ça fait en sorte qu'on est capable de nous aimer plus nous-mêmes aussi. Nous comprenons mieux la loi d'action et réaction et que nous sommes responsables de tout ce qui nous arrive. Alors, on assume cette responsabilité et on fait disparaître les illusions, nous approchons plus de la conscience de qui nous sommes. Mais au contraire, si on n'accepte pas cette responsabilité, on devient victime. Et là, on rend l'ego encore plus rigide, avec une identité plus impénétrable et beaucoup plus malheureuse. Alors, c'est normalement un point tournant dans notre vie qui va donner origine à ces processus initiatiques de la conscience. L'important, c'est d'observer nos pensées. L'état de conscience, d'être un observateur de nos pensées, est déjà démontré dans les films Qui sommes-nous qui parlent de physique quantique. Si vous cherchez, j'ai oublié les noms, c'est Docteur Quantum, je pense. On le trouve sur YouTube. Alors, c'est l'expérience d'observation de l'atome qui démontre que quand il y a un observateur, on agit différemment. Alors, on peut comprendre on parle beaucoup de paix et d'harmonie, mais qu'on a une force psychique qui en même temps nous pousse à faire la guerre, à combattre, à défendre nos points de vue. Alors, c'est l'ego qui lutte de toutes ses forces pour survivre en maintenant cette illusion. Être conscient de cet état va nous éloigner de la position réactive face à tout et au monde. Alors, ça va éliminer notre peur de perdre parce qu'on sait qu'on est bien plus que ce que nous avons et ceux avec lesquels nous nous identifions. Et perdant la peur et l'attachement à nos pensées, nos émotions, c'est ça qui va nous permettre de sortir de notre état d'agression et des réactions par l'anxiété et la peur. Les faits qui nous arrivent vont perdre leur force quand nous sommes conscients de l'aspect de l'ego et de la conscience. Contrairement, quand on est piégé par l'ego, tous les faits qui nous arrivent vont nous consommer, vont devenir beaucoup plus grands qu'ils ne le sont. Normalement, nous sommes comme noyés par les événements, la vie et les mondes. Alors, plus la force des faits en nous est grande, plus la force de l'ego aussi et les pensées répétitives, moins la conscience est grande. Et par conséquent, plus on est distant de notre vrai moi. Au contraire, la conscience, elle fait partie de notre structure mentale et c'est un outil très important pour dépasser les limites de l'ego, ce qui en psychanalyse, on appelle les surmoi. Alors, c'est important d'être un observateur de nous-mêmes. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça signifie être présent, utiliser notre mental et notre intelligence comme des outils pour remettre en question notre ego. Alors, si on demande à quelqu'un, personne ne va dire qu'il veut être malheureux ou causer la souffrance. L'ego, il va vraiment avoir la force parce qu'il est inconscient. Et c'est pour ça que c'est important de questionner et d'analyser, parce que c'est la seule façon de voir l'ego et de démontrer que les malheurs et les négativismes sont des signes des manques d'intelligence. Comment briser, c'est de cette façon qu'on va briser les cycles d'illusion du moi
et sortir du processus des souffrances. Quelque chose de très important aussi, c'est la culpabilité. La neuroscience a fait vraiment des grandes découvertes au niveau de la psyché humaine. Et la majorité des recherches démontrent que l'être humain ressent beaucoup de culpabilité. Et qu'à cause de ça, la conscience, elle va agir, même si on n'est pas conscient, alors la conscience inconsciente, en prononçant des veredicts sur des erreurs que nous avons commises. Alors, même si nous cachons nos fautes par toutes les forces de nous-mêmes et des autres, la culpabilité, elle est toujours présente, servant d'outil d'accusation et de pénitence et punition qui sont complètement dénécessaires. La culpabilité, c'est un mécanisme important pour qu'on puisse comprendre qu'on a commis une erreur. Mais une fois que la conscience de cette erreur est là, elle n'est plus nécessaire. Tandis que ce qu'on voit en ce moment dans l'humanité, c'est qu'on se torture éternellement pour des erreurs commises et on n'est pas capable de pardonner à nous-mêmes. Alors, on se punit constamment dans une espèce d'auto-torture. Et si on pense, c'est vraiment illogique, mais on trouve une certaine satisfaction dans cette souffrance. Et pour être capable de continuer dans ce système de peine, de punition, notre système émotionnel, qu'est-ce qu'il a fait? Il a coupé les lignes avec la raison, comme un court-circuit, pour que la raison n'ait plus accès aux informations émotionnelles et ne puisse pas agir. Alors, c'est encore là qu'on voit l'importance du questionnement et de l'analyse, parce que quand on le fait, on oblige la raison à entrer dans ces circuits qui étaient brisés. Et c'est là qu'on va pouvoir casser l'ego et l'illusion qu'on doit souffrir pour effacer nos erreurs. Là, c'est là qu'on va se libérer de l'inconscience, parce que nous sommes vraiment esclaves de cette inconscience en insistant pour la maintenir et ne pas assumer la responsabilité que sa libération entraînerait. Parce que qu'est-ce qui arriverait si vraiment on se libère de l'inconscience? On n'aurait plus personne à blâmer pour nos échecs. Ça demanderait de nous une attitude d'aide, ne plus jouer les rôles de victimes, aussi de pardonner et de comprendre tout ce qui fait partie de notre vanité et de l'orgueil. Alors, ce serait vraiment comme un grand accouchement, des séparations et des pertes à travers lesquelles nous devons passer. Et si on ne connaît pas nos ombres, nous ne pouvons pas les gérer. La libération, elle dépend vraiment de nous. Les êtres supérieurs, qui soient des esprits de notre ordre ou des extraterrestres, ils ne vont pas marcher à notre place, mais à nos côtés. La différence entre nous et eux, c'est qu'ils questionnent et observent l'ego. Ils ne laissent plus que l'ego règne. Ils ne sont pas négativistes, ni trop sensibles aux accusations et aux jugements. Ils ne vont plus souffrir des vanités et avec l'identification à des choses qui ne sont pas en ligne avec leur essence. Ils ne veulent pas le personnalisme, ils ne sont pas attachés aux objets, aux biens, aux titres. Ils comprennent la loi d'action et réaction. Ils maintiennent leurs impulsions sous contrôle. Elles sont déjà à un niveau bien plus faible que les nôtres. Et ils vont assumer aussi la responsabilité de ce qui leur arrive sans blâmer personne. En même temps qu'ils font ça par rapport à eux-mêmes, ils comprennent notre réalité, notre faible niveau de conscience. Ils ont beaucoup de patience avec nous, avec notre ignorance et notre paresse. Ils ont surmonté tous les aspects dont nous avons discuté au sujet de la psyché et de l'ego humain. Je veux juste dire, je vois qu'il est midi. Je vais juste voir combien il reste. Désolée. Oh, il n'en reste pas beaucoup. Je pense qu'il y en a 10 minutes encore. C'est-tu correct, Julia? Oui, c'est correct, pas de problème. OK. Vas-y. C'est bon. Parce que là, je me disais, si jamais c'est trop, je le ferai en 2 parties, mais là, on est vraiment proche de la fin. Alors, c'est ça. Si on compare, par exemple, à d'autres œuvres actuelles, Divaldo Franco, par l'esprit et psychographie d'Emmanuel Filomeno de Miranda, il a lancé en décembre un livre qui s'appelle « Jusqu'à la fin des temps ». Je ne pense pas qu'il est encore traduit, mais j'espère qu'il le sera sous peu. J'ai sorti quelques points qui dit là-dedans, qui expliquent exactement la même chose dans d'autres mots. Alors, il dit que c'est naturel que les créatures plongées dans les corps denses rêvent et recherchent les plaisirs, la joie qui résulte de la possession matérielle et de la communion affective.
Cependant, vivre en fonction de tels désirs est une entreprise risquée qui rend difficile l'éveil aux réalités significatives de la vie réelle. Tant que l'on reste dans un état d'enfance morale, les choses sont perçues comme en ayant une importance fondamentale, perdant lentement leur sens à mesure que l'on acquiert la maturité psychologique et l'évolution spirituelle. Les hommes et les femmes du monde sont habitués aux réponses immédiates des investissements émotionnels et physiques, de tout ce qui aboutit en projection sociale et pouvoir, à l'exaltation, aux vanités et à l'imposition de la force. Le nouvel ordre s'inspire plutôt d'une vision des familles universelles, des sentiments de solidarité, des attitudes de pacification. Jésus, comme une épée qui sépare les liens trompeurs de l'attachement charnel, travaillant les sentiments humains afin qu'ils comprennent les besoins d'intégration à des postulats de saveurs éternelles. Ces paroles restent en écho et le monde ne les a pas entendues, résultant en hideur et crime, dans la course folle pour rien et l'abandon de soi, des états de dépression et de douleur, dans lesquels des grands groupes de la société d'aujourd'hui sont consommés. Alors, dans le fond, il parle des mêmes choses de l'état actuel de la psyché humaine. Il y a différentes planètes avec différents niveaux de conscience. Comment on peut comprendre ça? En physique quantique, on peut voir que tout est onde. Alors, par exemple, pour syntoniser une radio, on doit trouver exactement la même onde, la même fréquence sur laquelle les informations sont transmises. La conscience, les pensées et les émotions, ainsi que tout dans l'univers, est aussi d'énergie et se manifeste également dans une forme d'onde, de fréquences, avec une vibration spécifique. Alors, cela signifie que notre niveau de conscience va se connecter exactement avec les niveaux de conscience qui sont pareils, avec lesquels on est en affinité. Alors, c'est pour ça qu'on est sur cette planète école, où tous pensent plus ou moins avec la même structure psychique. Alors, même si on dit, je ne sais pas pourquoi je suis ici, je me sens tellement supérieure au niveau de la planète, il y a quand même des choses en nous qui font en sorte qu'on est attaché à cet orbe dans notre structure psychique. Alors, c'est ça qui fait que les êtres soient sur une planète ou sur une autre, sur une dimension ou sur une autre. C'est vraiment le niveau de vibration de leurs ondes, de leur fréquence par rapport à leur conscience. De nombreuses œuvres spirituelles, comme celle des Ramatis, aussi Edgar Hamon avec Exilé de Capella, dont Monique avait fait une conférence, la psychographie de la mère de Chico Xavier dans Lettres d'une morte, et aussi dans les livres Parnasso de l'au-delà, qui parle de la vie sur Mars et tant d'autres planètes. Il parle aussi de la transmigration des êtres vers notre planète, selon l'affinité de leur vibration. Alors, c'est ça qui nous a amenés ici aussi. Nous sommes majoritairement des êtres qui ont déjà vécu sur d'autres planètes, mais qui ont été attirés ici par notre vibration, parce que c'est le niveau de conscience que nous avons. Les extraterrestres les plus évolués, ils ont fait ce que nous appelons des sauts quantiques dans leur façon de penser et de ressentir. Ils ont réalisé comment atteindre la plénitude et l'harmonie intérieure. Et avec ça, ils ont commencé à vibrer à une fréquence différente de celle de la planète Terre à son stade actuel. Alors, chaque être va être toujours dans un lieu compatible avec son niveau de vibration conscientielle. Si on veut alors être dans une planète plus évoluée, ça dépend de nous d'être capable de vibrer à une fréquence plus élevée. Mais plus important que ça, de penser à nous-mêmes, c'est de penser aussi d'aider à élever la vibration de la Terre, pour que la Terre puisse, elle, être une planète plus évoluée. On n'a pas besoin de sortir d'ici, en fait. On peut transformer notre monde. La présence extraterrestre est dans la transition planétaire. Bon, les extraterrestres ont toujours visité la Terre. C'est sûr que nous ne sommes pas les seules planètes habitées dans ces grands univers. Mais en ce moment des transitions planétaires, on a une présence beaucoup plus importante des extraterrestres. Pourquoi ils sont là? Parce qu'ils sont nos frères, enfants de la même source créatrice qui est Dieu. Ils ont un processus évolutif similaire au nôtre. Alors, nous serons également dans l'avenir en train d'aider d'autres orbes dans leur évolution. Ici, je veux juste faire une parenthèse. Je parle des présences extraterrestres, mais bien entendu, de la même façon qu'on apprend qu'il y a des esprits évolués et pas évolués,
Il y a des extraterrestres aussi qui ne sont pas évolués, qui ne sont pas voués au bien. Hein. Ici, je parle vraiment des extraterrestres évolués qui sont en train de nous aider. Ces extraterrestres travaillent aux côtés des guides spirituels de la Terre sous la direction de ceux-ci. Alors, ce n'est pas à eux de dire qu'est-ce qu'on doit faire et comment on doit faire. Vraiment, ils sont là pour aider sous la direction des guides spirituels de la Terre. Ils visent le développement de la conscience d'un maximum de personnes. Ils participent dans des travaux de guérison pour aider à guérir la planète, soit des guérisons individuelles, parce que chaque personne qui est guérie aide dans la guérison de la planète, mais sinon sur la guérison de la planète aussi, avec des vibrations, des protections de la planète contre la destruction. Alors, si jamais, ils ont déjà dit que si jamais, mais il nous arriverait seulement ce qui est dans notre karma d'arriver. Alors, il pourrait empêcher certaines choses qui ne sont pas dans notre karma, par exemple, ou qui ne sont pas dans ce qui est prévu au niveau de l'évolution de la Terre. Par exemple, ils ont déjà dit que s'il y a une guerre nucléaire, ils pourraient intervenir pour que les bombes ne soient pas détonnées. C'est sûr que ça dépend beaucoup des latitudes de toutes les personnes sur Terre pour que ceci arrive. Ils font aussi le nettoyage des seuils. Vous vous souvenez, dans la dernière conférence, j'ai parlé de seuils où sont les esprits les plus lourds. Alors, ils participent à un nettoyage de ces endroits pour nettoyer l'ambiance psychique de la Terre. Et ils font aussi les transports des exilés vers d'autres planètes où ils vont continuer leur évolution. Les contacts avec ces êtres extraterrestres provoquent des énormes changements intérieurs pour tous ceux qui en profitent pleinement. Ils sont source d'inspiration et de référence pour les êtres humains, comme ont été les grands avatars de la Terre, Bouddha, Jésus et tant d'autres. C'est sûr qu'il y a des niveaux différents. Hein, ils ne sont pas en train de se comparer à des grands maîtres, mais plutôt dans le sens des frères qui sont déjà un pas en avant dans leur évolution, comme un grand frère qui peut aider un frère qui a moins d'expérience. Les attitudes et les points de vue parmi eux sont les mêmes. Ils travaillent tous pour les biens communs. Et nous avons beaucoup à apprendre de ces êtres. Et nous devons mettre de côté les limitations de notre ego qui pense à la ségrégation ou tout ce qui est différent de ce que je pense n'est pas bon. Nous avons encore beaucoup de préjugés, y compris entre nous-mêmes, qui diraient contre des êtres et d'autres hommes. Il y a beaucoup de religions, des croyances qui nient l'existence de ces êtres, mais en même temps, ils sont en train de nier la possibilité que la sagesse divine se manifeste en aidant les êtres humains dans cette étape difficile du dépassement des soi. Dans le fond, c'est logique de penser qu'il y a des êtres plus évolués ou moins évolués que nous dans les autres dimensions, mais aussi dans d'autres orbes physiques ou dimensions spirituelles. Alors, on finit avec une phrase d'Emmanuel, les guides de Chico Xavier dans les livres Les Consolateurs. La connaissance apporte la libération de nous-mêmes. Alors, c'était ça, la conférence d'aujourd'hui. Je vais